Regarde l'écran, regarde ton poignet. Aujourd'hui, tu as dépensé de l'argent, ou tu en dépenseras demain, pour un logo, pour un fantasme, et tu es convaincu que c'était ton choix. Tu te trompes. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer comment ils ont piraté ton cerveau pour décider à ta place. Et pourquoi, à la fin, c'est toi qui les remercies. Depuis 30 vidéos, on démonte les rouages du système. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. On va ouvrir la machine, on va regarder le moteur de tes désirs. Tu es prêt? On y va. Rolex, Louis Vuitton, Apple, Nike, Ferrari, Chanel. Oublie le prix sur l'étiquette. On va parler du vrai prix. Celui qui te coûte ton identité. Une Rolex Submariner coûte environ 500 € à fabriquer. Toi, t'en paies 10 000. Ce n'est pas la précision. Une montre à 20 € fait mieux le boulot. La différence, c'est ce que Rolex a gravé dans ton crâne, depuis 1953. Ils ne vendent pas du temps, ils vendent la preuve sociale que tu as réussi. C'est une drogue dure, et Rolex est le dealer, pas le mien. Le leur. En 1905, un jeune homme de 24 ans arrive à Londres avec une idée folle. Son nom, Hans Wilsdorf. Il veut mettre un mécanisme de montre dans un boîtier assez petit pour tenir au poignet. À l'époque, tout le monde se moque de lui. Une montre au poignet? Ridicule. Les vrais hommes portent des montres de poche. Mais Wilsdorf voit plus loin. Il ne vend pas une montre. Il vend une transformation. En 1927, il place une Rolex au poignet de Mercedes Gleitzer. La première femme à traverser la Manche à la nage. La montre survit. La légende naît. Depuis ce jour, Rolex ne paie pas pour de la publicité classique. Il paie pour des poignets. Les bons poignets. Les poignets qui gagnent. Les poignets qui arrivent en premier. Et toi, quand tu achètes une Rolex, tu n'achètes pas leur montre. Tu achètes le poignet de ceux qui ont réussi. Tu crois que ça va t'éteindre. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu crois. Une montre, une légende, un poignet. Passons maintenant à Paris. Un sac Vuitton. 100 € de cuir et de colle. Prix de vente, 2000 €. Pourquoi? Parce que LVMH dépense des milliards pour que tu crois que ce sac te rend spécial. En réalité, tu ne portes pas un sac. Tu es leur panneau publicitaire ambulant. Et le pire, c'est que c'est toi qui paies pour faire leur pub. C'est fou, non? En 1854, un jeune artisan ouvre une boutique à Paris. Son nom, Louis Vuitton. Son produit, des malles de voyage. À l'époque, les malles étaient rondes. Vuitton invente la malle plate. Empilable, pratique, révolutionnaire. Mais ce n'est pas ça son vrai génie. Son vrai génie, c'est ce qu'il fait quand les contrefaçons arrivent. Les faux Louis Vuitton envahissent le marché. Que fait-il? Il change le motif toile. Encore et encore, chaque changement de motif augmente la valeur de l'original. La contrefaçon ne tue pas la marque, elle la nourrit. Aujourd'hui, LVMH vaut plus de 300 milliards d'euros. Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde. Et chaque fois que tu achètes un faux ou un vrai, tu travailles pour lui, gratuitement, avec le sourire. Une malle, un empire, 300 milliards. Traversons maintenant l'Atlantique, l'iPhone. 400 € de composants, 1300 € à la caisse. Apple a compris le secret ultime. Les gens n'achètent pas un téléphone, ils achètent une tribu. Think different, ils disent. Quelle ironie. Pour prouver que tu es différent, tu achètes exactement le même objet que 800 millions de personnes. Tu n'es pas un rebelle, tu es juste un numéro dans leur base de données. En 1997, Apple est au bord de la faillite. Steve Jobs revient après 12 ans d'absence. La première chose qu'il fait, il ne répare pas les produits. Il répare l'histoire. Il appelle l'agence TBAW. Il leur dit une seule chose, je ne veux pas vendre des ordinateurs, je veux changer le monde. 3 semaines plus tard, Think Different naît. La campagne ne montre aucun produit, aucun prix, aucune fonctionnalité. Juste Einstein, Gandhi, Picasso, les rebelles, les fous, les génies. Le message subliminal est simple. Si tu achètes Apple, tu es comme eux. Les ventes explosent. Pas parce que les produits changent, parce que l'identité change. Aujourd'hui, Apple est la marque la plus valorisée de l'histoire humaine. Plus de 3000 milliards de dollars. Et tout ça avec 3 mots, écrits en 3 semaines par un publicitaire, pas par un ingénieur. 3 mots.
3 semaines, 3000 milliards de dollars. Retournons sur le terrain, Nike. 20 € de plastique produits en Asie. 300 € pour toi. Ils ont inventé une religion. Juste do it. 3 mots qui te font croire que tu es un athlète, alors que tu es assis sur ton canapé. Tu n'achètes pas des chaussures. Tu achètes la version de toi-même que tu n'auras jamais le courage d'être. Ça fait mal, tant mieux. C'est le but. Pas le mien. Le leur. En 1988, une agence publicitaire présente une idée à Nike. 3 mots. Just do it. Le directeur marketing de Nike hésite. C'est trop simple, il dit. L'idée vient d'une phrase prononcée par un condamné à mort au moment de son exécution. Gary Gilmore, 1977. Ses dernières paroles. Let's do it. Le publicitaire Dan Whedon change let's en juste et vend ça à Nike. Depuis ce jour, Nike ne vend plus des chaussures. Nike vend une philosophie, une religion du dépassement de soi. Mais voici ce qu'ils ne te disent pas. Ces chaussures qui t'inspirent à te dépasser sont fabriquées par des ouvriers payés 2 € de l'heure dans des usines en Asie. Les mêmes ouvriers qui n'ont pas le luxe de Justo de Haute. Et toi, tu payes 300 € pour porter leur message, sans jamais te poser la question. Une religion. 2 € de l'heure. 300 € pour toi. Montons maintenant en vitesse. Ferrari livre toujours une voiture de moins que la demande. Intentionnellement. Toujours. Leur produit, ce n'est pas le moteur V12. Leur produit, c'est ton exclusion. Si tout le monde peut l'avoir, personne n'en veut. Ils vendent le mépris de ceux qui regardent passer la voiture. En 1963, Henry Ford II veut acheter Ferrari. Enzo Ferrari accepte les négociations. Pendant des semaines, les avocats travaillent. L'accord est presque signé. Puis Enzo lit les clauses finales. Ford voulait contrôler les décisions de course. Enzo refuse. Il rompt les négociations. Il insulte Henry Ford II, personnellement. Ford est humilié. Il jure de détruire Ferrari en course. Il investit des millions pour construire la Ford GT40. En 1966, au Mans. Ford termine premier, deuxième, troisième. Ferrari est battu. Mais voici ce qui se passe ensuite. Cette histoire, cette rivalité, cette humiliation devient la légende. Ferrari, Enzo avait compris quelque chose que Ford n'avait pas compris. La défaite bien racontée vaut plus que la victoire ordinaire. Aujourd'hui, cette histoire est enseignée dans les écoles de marketing du monde entier. Et chaque Ferrari vendu porte le poids de cette légende. Tu n'achètes pas une voiture. Tu achètes le refus d'Enzo, son orgueil, sa folie. Un refus, une légende, une fortune. Terminons avec l'élégance française. Un rouge à lèvres, Chanel, 3 € de chimie, 45 € en boutique. Plus ils augmentent le prix, plus tu le veux. C'est l'effet Veblen. Ils ne vendent pas du maquillage. Ils vendent l'espoir d'être désirable. Et ils savent que ton insécurité n'a pas de plafond. En 1921, Gabrielle Chanel commande un parfum à Ernest Beau. Il lui présente plusieurs flacons, numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24. Elle choisit le numéro 5. Je présente ma collection le 5 mai. Ce sera le numéro 5. Le chiffre qui me porte chance, Chanel numéro 5 naît. Mais voici le vrai secret. En 1954, Marilyn Monroe accorde une interview. On lui demande ce qu'elle porte pour dormir. Elle répond « Quelques gouttes de Chanel numéro 5, rien d'autre ». Cette phrase, prononcée en 30 secondes, change l'histoire du parfum. Chanel ne paye pas Marilyn. Marilyn dit simplement la vérité. Mais Chanel comprend immédiatement. Il réimprime la phrase sur tous leurs supports. Les ventes explosent. Depuis ce jour, Chanel ne vend pas un parfum. Ils vendent le murmure de Marilyn. Son mystère, sa féminité, son désir. Et toi, quand tu achètes Chanel numéro 5, tu achètes 30 secondes prononcées il y a 70 ans, par une femme qui n'est plus là, pour une promesse qui ne t'appartient pas. 6 marques, 6 histoires, mais derrière chacune, le même moteur invisible. Laisse-moi te parler d'un homme que tu ne connais pas, mais qui te connaît mieux que tu ne le crois. En 1928, un homme change le monde. Son nom, Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud. Il avait une question simple. Comment faire acheter aux gens ce dont ils n'ont pas besoin ? Il a pris les théories de son oncle sur l'inconscient
et les a vendus aux entreprises. Avant Bernet, la publicité montrait un produit. Voici notre savon. Il lave bien. Après Bernet, la publicité ne vendait plus un produit. Elle vendait une identité, une peur, un désir, un rêve. C'est lui qui a convaincu les femmes de fumer en public en 1929. Il a appelé les cigarettes les flambeaux de la liberté. Les ventes ont explosé. Ce jour-là, le système que tu connais aujourd'hui était né. Rolex, Louis Vuitton, Apple, Nike. Ils utilisent tous la même arme. Celle qu'Edouard Bernays a forgée il y a 100 ans. Regarde derrière le rideau. LVMH, Kering, Richemont. Tu crois choisir entre Dior et Gucci. Faux. Tu choisis entre la poche gauche et la poche droite du même milliardaire. C'est un monopole émotionnel et tu y participes chaque fois que tu achètes. Ils ont redéfini ton succès, ta valeur, ton bonheur. On ne t'a pas forcé à vouloir une Rolex, on t'a programmé, depuis l'enfance, par les films, par les écrans, par les réseaux sociaux. Le produit, ce n'est pas l'objet, c'est toi. Tu es la batterie qui alimente leur empire. Alors tu paies pour quoi exactement ? Pour une identité de remplacement, pour combler un vide qu'ils ont eux-mêmes créé. Maintenant que tu as vu les fils de la marionnette, est-ce que tu vas continuer à danser ? Dans cette vidéo, tu as vu comment Rolex vend la preuve que tu as réussi. Comment Louis Vuitton te transforme en panneau publicitaire. Comment Apple vend l'ironie de la différence. Comment Nike vend un courage que tu n'as pas encore. Comment Ferrari vend le mépris. Comment Chanel vend ton insécurité. Et comment le système entier a été construit pour que tu finances leur empire. Volontairement, en souriant, en les remerciant. Si tu as encore le courage de voir la vérité, abonne-toi. La semaine prochaine, on parle des vrais maîtres. Ceux que tu ne verras jamais, ceux dont tu ne connaîtras jamais le nom. Ceux qui possèdent le monde pendant que tu achètes leur logo. Le silence est fini.